Angkor Wat, au Cambodge. Le plus grand monument religieux jamais bâti. Initialement hindou, puis bouddhiste, ce magnifique temple a été édifié voici 900 ans par l'ancienne civilisation khmer. Le niveau de détail est incroyable. C'est un chef-d'œuvre absolu. Angkor Wat est le joyau d'un empire dont la puissance a été immense. Ce temple est extraordinaire par tant d'aspects que c'en est presque difficile à concevoir. Quelle est l'histoire de ce colosse de pierre érigé en apparence au milieu de nulle part? Comment est-il resté debout malgré des siècles d'abandon, à la merci des arbres de la jungle et des pluies de la mousson? Pour découvrir la vérité, nous allons explorer la structure de ce monument, pierre par pierre. Nous mettrons au jour ses chambres cachées et ses galeries oubliées. Et nous révélerons les secrets étonnants de la civilisation à l'origine de cette merveille qui a traversé le temps. Angkor Wat, le plus grand temple du monde. Cette structure imposante domine la jungle qui s'étend au nord du Cambodge. Mais durant des siècles, ces tours de grès et ces allées sculptées dans la roche sont restées dissimulées sous le feuillage impénétrable de la canopée. À présent, les archéologues qui travaillent à Angkor Wat exhument un à un les secrets du temple. Une fois déboisé, le site s'est avéré abriter un complexe d'une superficie de près de 200 hectares. Mais ce n'est peut-être pas tout. Grâce à une innovante technique d'investigation au laser, une équipe d'archéologues part sur les traces de la cité perdue qui s'étendait selon eux autour d'Angkor Wat. Tandis que d'autres spécialistes recherchent des indices à l'intérieur même du temple pour comprendre comment et pourquoi il a été bâti. Angkor Wat incarne une forme de perfection en termes de technique de taille, mais aussi par ses dimensions et l'organisation de son espace intérieur. Une telle maîtrise suppose une remarquable vision d'ensemble. Les architectes à l'origine d'Angkor Wat ont l'intention d'éblouir ses visiteurs. Un escalier majestueux conduit les pèlerins jusqu'à un magnifique atrium central, où ils se retrouvent nez à nez avec Vishnu, l'une des divinités majeures de la religion hindoue. Au-dessus de leur tête s'élèvent 5 tours de pierre massive. Ces tours symbolisent le mont Meru, une montagne sacrée considérée comme l'axe du monde et la demeure des dieux. Édifiée avec un demi-million de tonnes de pierre, Angkor Wat est une représentation spectaculaire du paradis sur Terre. Mais pourquoi l'Empire Khmer a-t-il voulu que ce temple soit plus grand que n'importe quel autre? Simon Warak se consacre depuis plus de 20 ans à l'étude d'Angkor Wat et des autres temples de la région. Il est convaincu que la clé de l'énigme est à chercher dans les bas-reliefs complexes qui ornent les murs du temple. Nous nous trouvons à l'intérieur de la 3e enceinte du temple, le long de laquelle des bas-reliefs ont été taillés sur plus de 800 mètres. Ces bas-reliefs racontent l'histoire du peuple qui a autrefois érigé ce temple, les Khmers. Ces scènes gravées relatent les victoires militaires des Khmers et nous donnent à voir l'un de leurs plus illustres dirigeants, le roi Suryavarman II. Nous voici devant le roi Suryavarman. C'est le plus ancien portrait d'un roi khmer dans toute l'histoire de l'art khmer. Il est représenté assis sur son trône, dans une attitude très royale, entouré de ses ministres et de plusieurs membres du clergé. On remarque de superbes ombrelles pour le protéger du soleil, des éventails et des tapettes à mouches, les attributs de la royauté. À sa naissance, le roi Suryavarman n'était pas appelé à régner. Il s'est emparé du pouvoir au détriment de son grand-oncle. Simon est convaincu que l'immensité d'Angkor Wat était un geste politique fort destiné à emporter l'adhésion de ses nouveaux sujets. Ce qui est gravé ici, c'est le message que le roi voulait faire passer à son peuple. C'était un peu la campagne de propagande de Suryavarman II. D'après Simon,
l'ambition de Suryavarman transparaît également dans l'orientation inhabituelle du temple. Ce qui est très curieux avec Angkor Wat, c'est que le site est tourné vers l'ouest. Ça veut dire qu'à l'équinoxe de printemps, le soleil se lève juste derrière la tour principale. La précision de l'orientation est extraordinaire. De nos jours, avec nos instruments modernes, il n'y a rien de plus facile que de s'aligner sur les 4 points cardinaux. Mais à l'époque, ils ne pouvaient compter que sur les étoiles, le fil à plomb et les repères naturels pour déterminer l'axe dans lequel devait être orienté le temple. Le plan du site et la surélévation de ces structures ont été pensés pour évoquer un environnement spirituel. Le temple lui-même symbolise le mont Meru, la montagne mythique qui pour les hindous abrite la demeure de Shiva, tandis que la muraille de l'enceinte extérieure et sa vaste douve carrée figurent les chaînes montagneuses et les océans que les pèlerins ont à franchir pour atteindre ce lieu sacré. Suryavarman II et ses dignitaires religieux ont créé une représentation terrestre du paradis. Cela renvoie aussi à l'idée qu'il avait de sa personne, à savoir l'incarnation terrestre d'une entité divine. C'est sur ça qu'il asseyait sa légitimité de souverain. Suryavarman ne veut pas seulement être perçu comme un roi légitime. Il entend être considéré comme un dieu. C'est pourquoi il a construit un temple qui recèle un secret extraordinaire pour affirmer son caractère divin. Chaque année, le jour de l'équinoxe de printemps, le soleil se lève exactement dans l'axe de la tour principale. Un orifice dans la pierre sommitale laisse entrer la lumière du soleil à l'intérieur du temple. Les rayons lumineux poursuivent leur course dans un puits qui s'enfonce dans le sol du temple, avant de parvenir 30 mètres plus bas à une chambre secrète, aménagée en sous-sol. Certains spécialistes pensent que Suryavarman aurait fait creuser cette pièce pour qu'elle accueille son tombeau. Si tel est bien le cas, Angkor Wat est davantage qu'un temple. C'est une machine spirituelle conçue pour permettre l'ascension du Dieu-Roi jusqu'à son royaume céleste. Mais cette théorie soulève une autre énigme. Si Angkor Wat était réellement destiné à devenir la tombe de Suryavarman, sa construction et sa décoration devaient être achevées avant sa mort. Le règne du roi Suryavarman II a duré 32 ans. Ça ne laissait que peu de temps pour ériger le plus grand édifice religieux au monde. Les somptueuses statues qui ornent le temple nous donnent une idée de l'ampleur de la tâche. Ici, on est face à une série de 3 déesses. Les contours de la déesse de gauche sont à peine ébauchés. Sur celle du milieu, tous les reliefs généraux ressortent. Quant à la 3e, elle est pratiquement achevée. Une grande partie des sculptures est restée mystérieusement inachevée. Mais Simon pense savoir pourquoi. Sculpter les bas-reliefs, c'était l'étape finale de la construction d'un temple. La structure était bâtie avec des blocs bruts. Les décorations et même les éléments architecturaux étaient ensuite taillés dans la masse, si bien qu'on peut considérer ce temple comme une gigantesque sculpture. Tous ces détails ornementaux ont été réalisés à la fin de la construction. Ces bas-reliefs n'ont été terminés qu'à moitié, ce qui laisse à penser que c'est à ce moment des travaux que les ouvriers ont déposé leurs outils. Cet arrêt correspond sans doute à la mort du roi, car il n'y avait alors plus de raison valable d'achever le temple. Les sculptures inachevées suggèrent que la construction d'Angkor Wat s'est brusquement terminée après la mort de Suryavarman. Ce temple gigantesque aura donc été bâti en moins de 32 ans. Les grandes cathédrales européennes construites à la même époque ont mis des siècles à être achevées. Pourtant, elles sont loin de rivaliser en taille avec Angkor Wat. Alors comment les architectes khmers ont-ils édifié une merveille aussi monumentale en un laps de temps aussi court? Simon pense que la réponse tient à une main-d'œuvre très importante. Pour mettre sa théorie à l'épreuve, il se rend sur le site d'un autre temple khmer, celui de Phnom Bakheng, dont une équipe de tailleurs de pierre reconstruit la muraille sud-ouest.
Simon fait des essais de taille sur un bloc de grès. Il compte évaluer le temps qu'ont mis les Khmers à accomplir cette même tâche il y a 900 ans. Dégrossir la pierre au burin est un travail très éprouvant. C'était une tâche réservée aux équipes les moins qualifiées. Pour que les blocs soient parfaitement en contact les uns avec les autres, il fallait les tailler au burin, puis les poncer jusqu'à ce qu'ils soient totalement lisses. Le plus dur à supporter quand on fait ce travail, c'est d'abord la chaleur, mais aussi la poussière. Simon a beau être un tailleur de pierre expérimenté, il lui faut plus de 2 heures pour préparer ce bloc à être intégré à la muraille du temple. Les dimensions de ce bloc sont relativement modestes. On peut même le déplacer à la main. Les blocs du temple d'Angkor pèsent 10 tonnes. Ils étaient installés à l'état brut, puis taillés au burin. L'ampleur de la tâche est telle qu'il est difficile de la concevoir. Simon estime qu'un tailleur de pierre khmer aurait mis environ 8 heures à dégrossir l'un des énormes blocs de pierre utilisés pour la construction d'Angkor Wat. Compte tenu des 5 millions de blocs du monument, Suryavarman a dû mobiliser plusieurs milliers de tailleurs de pierre qui ont travaillé sans relâche pour achever de son vivant la construction du temple. Et ce n'était qu'une partie de la force de travail requise. Suryavarman devait aussi faire extraire les pierres du sol et les acheminer jusqu'au site en pleine jungle. En faisant un calcul simple à partir des données dont on dispose, on peut estimer qu'il arrivait quotidiennement sur le site entre 200 et 300 blocs de pierre. Une telle quantité est un chiffre presque impossible à se représenter. Angkor Wat est situé en pleine jungle. Les carrières de grès les plus proches se trouvent dans le massif de Phnom Kulen, à 40 km vers l'est. Les recherches archéologiques ont révélé que les Khmers ont percé des canaux pour relier les rivières des environs et créer une voie navigable qui débouchait directement sur le site du temple. Des radeaux de bambou ont été assemblés pour y charger les blocs de grès que le courant emmenait sans effort jusqu'à Angkor Wat. Ce système assurait un approvisionnement continu de grès aux armées d'ouvriers qui travaillaient jour après jour à la construction du temple. Au plus fort des travaux, il y avait un flot quasiment ininterrompu de pierres sur le canal qui reliait la carrière au site d'Angkor. C'est un spectacle que j'aurais adoré voir. La construction en quelques dizaines d'années d'un temple aux dimensions aussi pharaoniques a nécessité le travail de centaines de milliers d'hommes. C'est peut-être la main-d'œuvre la plus importante jamais réunie au cours de l'histoire pré-industrielle. Les effectifs des ouvriers ont dû être colossaux. Cela dénote une grande capacité d'organisation, un signe caractéristique d'une civilisation majeure. Grâce à la force du nombre, le roi Suryavarman a pu finaliser avant sa mort l'extraordinaire projet qu'il avait imaginé. Mais cela pose une autre question. Si une telle main-d'œuvre a été nécessaire pour bâtir ce temple, où a vécu cette population? Aujourd'hui, le temple fait penser à un îlot perdu au milieu d'un océan végétal. Mais une technologie de pointe pourrait être sur le point de révéler le secret le mieux gardé d'Angkor Wat. De nos jours, la splendeur d'Angkor Wat et de son imposante douve font l'admiration des touristes. À l'intérieur de ce temple, érigé à la gloire d'un roi ambitieux, on découvre des centaines de colonnes monumentales, tandis que ses murs et ses tours sont recouverts de motifs finement gravés dans la roche. Mais il y a 900 ans, le spectacle était plus grandiose encore. Ces toits arboraient des dorures magnifiques. Chacune de ces portes était surmontée de bas-reliefs recouverts d'or fin. Et au centre de l'édifice trônait le joyau du temple. Ces 5 tours en forme de lotus, dont les surfaces dorées renvoyaient la lumière du soleil et étincelaient de mille feux sur la plaine environnante.
des centaines de milliers d'hommes ont été nécessaires pour bâtir un monument aussi fastueux qu'Angkor Wat. Pourtant, aucune trace de ville ne subsiste à l'heure actuelle aux alentours du temple. Alors, où ont vécu tous ces gens? Cette question reste une énigme, car la jungle a englouti presque toutes les traces de peuplement autour du site d'Angkor Wat. Il est très important pour nous de savoir où habitait la population, comment elle vivait et comment elle organisait son espace. L'archéologue Jean-Baptiste Chevance est en quête des vestiges de cette cité perdue vieille de 900 ans. Aujourd'hui, il recherche sur le terrain les indices repérés par un outil topographique révolutionnaire, le LIDAR. Le LIDAR est un émetteur laser héliporté qui envoie des signaux à travers la canopée. Les faisceaux laser scannent la moindre parcelle de la zone. Renvoyés vers leur émetteur, ils sont analysés et permettent de révéler les micro-reliefs dissimulés sous l'épaisse végétation qui recouvre le terrain. Les recherches de Jean-Baptiste sur ce site ont livré des résultats étonnants. Là, c'est le temple d'Angkor Wat, avec autour la douve que l'on connaît déjà. Le LIDAR nous donne un aperçu inédit des zones d'habitation aménagées autour du temple. L'une des caractéristiques de la civilisation khmer, c'est qu'elle modifiait l'aspect du paysage. C'est particulièrement crucial dans un endroit comme Angkor, où il est nécessaire d'être surélevé par rapport au sol au moment de la saison des pluies. Pour répondre à cette contrainte, les Khmers ont bâti des plateformes de terre, des canaux et des routes. Ici, il y avait des villages, ou en tout cas des habitations organisées en groupes de peuplement, qui étaient plus denses au centre d'Angkor qu'à sa périphérie. Il faut s'imaginer des maisons, des plans d'eau, toute une vie très animée, des milliers de gens qui vivaient autour de ces monuments. Grâce au LIDAR, nous sommes capables de repérer les monticules qui correspondent à cette implantation humaine. Angkor Wat et sa douve carrée semblent entourés d'axes de circulation et de bâtiments qui forment un vaste tissu urbain. Si on dézoome, on peut voir que ces aménagements s'étendent sur toute la région d'Angkor. Aujourd'hui, Jean-Baptiste veut étudier plus en détail certains des reliefs identifiés par le LIDAR, afin de vérifier sur le terrain s'il s'agit bien des vestiges d'une ancienne ville. C'est ce qu'on appelle la prospection au sol. Avec le GPS, on navigue dans les données cartographiées du LIDAR, sur lesquelles on a fait ressortir l'emplacement de ce que nous interprétons comme des restes de monticules ou de fossés. On suit en temps réel notre emplacement exact sur la carte, ce qui nous permet de vérifier si les reliefs identifiés correspondent à ce qu'on voit sur le terrain. Guidés par le GPS, les archéologues s'enfoncent au plus profond de la forêt. Jean-Baptiste est à l'affût des surélévations du sol de la jungle. Ces accidents de terrain pourraient être les vestiges des plateformes artificielles sur lesquelles les Khmers construisaient leurs habitations. Il y a un talus face à nous. On voit que le relief change. On distingue très bien une sorte de creux flanqué de part et d'autre par deux zones plus élevées, ce qui correspond à l'espace séparant deux talus de terre. C'est la première fois qu'on rencontre cette structure. Les deux archéologues explorent la zone plus en détail, à la recherche d'indices confirmant que ces surélévations ont été bâties par l'homme. On se trouve juste en face d'une plateforme en terre. Celle-ci est très intéressante car on y a retrouvé des briques et donc des vestiges de structures architecturales. C'est une preuve solide qu'on a affaire à un édifice assez prestigieux. Cette fantastique découverte n'est pas un cas isolé. Les prospections au sol ont confirmé qu'une immense ville entourait autrefois le temple d'Angkor Wat. Des maisons se dressaient à l'intérieur de la grande douve. Et des centaines de milliers d'autres s'étendaient au-delà, couvrant les environs d'un maillage urbain compact. Les Khmers ont ensuite creusé de larges canaux entre chacun des différents quartiers de la ville, qui jouissaient ainsi d'un réseau de transport complexe. D'une superficie de plus de 1000 km², cette vaste métropole comptait une population de 750 000 personnes. Angkor Wat n'était pas seulement un temple, c'était le cœur de l'une des plus grandes villes du monde, Angkor. Mais comment une cité de cette taille a-t-elle pu prospérer en plein milieu de la jungle?
Quel est l'atout secret sur lequel Angkor a fondé sa réussite avant de rendre possible le développement d'un véritable empire khmer? Le temple d'Angkor a d'abord émergé comme le centre névralgique d'une métropole bâtie en pleine jungle. Mais les Khmers étaient décidés à ne pas en rester là. Simon Warak s'intéresse aux communautés ancestrales qui peuplent encore de nos jours les hauteurs des environs d'Angkor. Il recherche le matériau mystérieux qui aurait selon lui permis l'essor de la civilisation khmer. Nous venons de trouver ce forgeron. Il fabrique un outil que l'on voit sur les bas-reliefs d'Angkor, qui date du XIIe siècle. Celui-ci est en tout point identique. Cet homme fabrique les mêmes outils que ses ancêtres 900 ans plus tôt. Ces outils sont forgés dans du fer, un métal difficile à trouver dans cette région du monde. C'est un très bel objet, et la lame est affûtée comme un rasoir. J'aurais beaucoup de plaisir à me servir d'un tel outil. Le fer a-t-il été l'arme secrète à l'origine de l'Empire khmer? À l'époque, le fer était un matériau parfait. On pouvait choisir d'en faire une lame tranchante ou bien de forger un burin robuste pour dégrossir les plus gros blocs de pierre. On pouvait aussi créer des outils très pointus pour ciseler les bas-reliefs détaillés que l'on voit encore. Si les Khmers ont eu accès à de grandes quantités de fer, ils ont pu s'en servir pour améliorer le savoir-faire de leur civilisation dans tous les domaines. La construction, l'agriculture, sans oublier la technologie militaire. Des armes en fer expliqueraient que les Khmers aient étendu leur empire aussi vite. En 22 ans à peine, ils ont conquis l'ensemble du sud-est asiatique. L'aspect militaire a été un facteur déterminant de leur réussite. C'est ce qui leur a permis de créer un tel empire. Avec du fer à profusion, les Khmers auraient eu de quoi transformer leur modeste civilisation en un puissant empire. Mais comment établir avec certitude qu'ils ont bien eu accès à ce matériau aussi rare que miraculeux? Les archéologues ont découvert une piste importante à l'intérieur même des blocs de grès qui composent Angkor Wat. Les Khmers ne se sont pas servis de mortier. Contre toute attente, c'est du fer qui unit la structure du temple. De curieux orifices dans les façades de pierre révèlent comment ils ont procédé. Ces trous sont l'œuvre de pillards qui ont creusé ces blocs pour en extraire des crampons de fer. Conçus pour maintenir les pierres fermement les unes aux autres, ces crampons étaient disposés entre chaque bloc de grès. Il y en avait sans doute plusieurs milliers. Mais où les Khmers se sont-ils procuré tout ce fer? Et comment ont-ils pu se permettre d'en utiliser une telle quantité pour les murs de leur temple? Étrangement, aucun gisement de fer n'a été localisé dans les environs d'Angkor. Pour les scientifiques, c'est une énigme de plus à résoudre. On se trouve à peu près à 1,5 km au sud de Phnom Deck, ce qui se traduit littéralement par la montagne de fer. Ce coin est très intéressant parce qu'on y trouve toute une série de monticules recouverts de scories. Et on pense que c'était des sites de production de fer. L'archéologue Mitch Hendrickson pense que les Khmers se seraient appuyés sur le savoir-faire spécialisé des Khui, une tribu établie à 130 km d'Angkor Wat. Mitch veut explorer les monticules à la recherche de vestiges de l'activité métallurgique des Khui. Mais d'abord, les esprits doivent lui en donner la permission. Avant chaque opération de fouille, il faut organiser une petite cérémonie. La tradition locale veut que si l'on ne demande pas l'autorisation aux esprits, la malchance s'abat sur vous et ceux qui possèdent ces terres. Mieux vaut ne froisser personne, ni les esprits, ni la culture de ces gens. Mitch pense que les Khui faisaient partie des rares tribus à posséder les ressources et le savoir-faire nécessaires pour produire du fer en grande quantité. Mais comment ce métal est-il arrivé en possession des Khmers, ce peuple en quête de domination? Les relations qu'entretenaient ces deux cultures étaient fondées sur un principe proche de l'échange. On ne peut pas l'affirmer à 100% parce qu'on ne dispose d'aucune trace écrite. Mais on essaie de retracer le parcours du fer depuis la source jusqu'au consommateur.
Pour étayer cette théorie, Mitch et son équipe se démènent pour trouver des traces attestant une production locale de fer contemporaine de l'apogée de l'Empire Khmer. Alors qu'il défriche l'un des monticules, Mitch fait une découverte capitale. Ce qu'on a là, c'est une scorie de coulée. Ce type de scorie se forme lorsqu'on essaie d'évacuer du bas fourneau les déchets issus de la réduction du métal. Les minéraux amalgamés aux minerais de fer fondent à l'intérieur du fourneau pour former des coulées de scorie à l'état liquide qui se déversent à l'extérieur durant le processus de production du fer. Dans le fourneau, il ne reste plus que ce qu'on appelle la loupe, la masse de fer à l'état brut. Cette scorie indique clairement que du fer a été produit à grande échelle à l'emplacement de ces monticules. Voici la tranchée numéro 2, située au sommet de notre monticule. On a choisi de faire nos fouilles à cet endroit pour différentes raisons, entre autres dans l'espoir d'exhumer les vestiges d'un fourneau. Et vous avez justement devant vous ce qui reste de l'un de ces fourneaux. On a d'un côté l'intérieur et de l'autre l'extérieur, l'ensemble ayant une forme de fer à cheval. C'est à l'intérieur de ce foyer qu'était produit le fer. Ces longs tubes en argile sont ce qu'on appelle des tuyères. Ce sont des conduits qui étaient destinés à faire entrer dans le fourneau l'air indispensable au processus de réduction du fer. C'est une découverte exaltante, parce qu'on sait enfin quelle forme avaient ces fournaises durant la période angkorienne. Les vestiges mis au jour par Mitch apportent la preuve que les Khui ont autrefois produit du fer à grande échelle. Fonctionnant au charbon de bois, les fourneaux étaient bâtis avec l'argile des environs, tandis que d'immenses soufflets alimentaient le foyer en oxygène pour maintenir une température de 800 degrés. Les fourneaux étaient chargés de minerais de fer brut, avant d'être cassés au bout d'une quinzaine d'heures pour en extraire les amas de fer réduits. Mitch creuse une tranchée dans un second monticule, en recourant à une autre technique. Il cherche à démontrer que le fer produit ici était bien destiné aux Khmer. On a décidé d'excaver une section entière de ce monticule jusqu'à sa base pour essayer de mieux comprendre la chronologie de sa formation. Ce que révèle cette tranchée située à la périphérie du monticule, c'est une alternance de couches qui correspondent à la répétition des phases de production du fer. Tout en haut de la tranchée, on voit les restes des parois d'un fourneau et ensuite une couche de scorie. Puis les restes d'un autre fourneau et une nouvelle couche de scorie, et ainsi de suite jusqu'à la base du monticule. On a accès à tout l'historique de cette formation artificielle depuis la première réduction de fer jusqu'à la toute dernière. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces monticules semblent associés à la période angkorienne. Mitch s'attend à trouver dans les autres monticules les mêmes vestiges des activités métallurgiques à grande échelle que menaient les Khui. Ce monticule est l'un des 12 présents dans les environs immédiats. Il y a probablement eu des centaines de fourneaux en activité à l'endroit où nous nous trouvons, et des centaines d'autres à l'emplacement de chacun des autres fourneaux. Il semblerait que la production locale de fer ait connu un essor spectaculaire à l'époque où Angkor a commencé à étendre son influence dans la région. Grâce à une technologie de pointe, les confrères de Mitch espèrent enfin découvrir d'où provenait le fer utilisé pour la construction d'Angkor Wat. Donc, avec les développements méthodologiques très récents sur la provenance, nous sommes capables aujourd'hui de déterminer l'origine du fer retrouvé dans les temples. Donc pour le fer et les crampons d'Angkor Wat. Stéphanie Leroy pense que des analyses au rayon X permettront d'établir si le fer d'Angkor provient réellement de Phnom Deck. Donc il s'agit d'un appareil de fluorescence X portable qui nous permet de lire la chimie détectée dans les scories, retrouvée sur les sites de production du fer, comme nous l'avons vu sur la région du Phnom Deck. Et c'est un moyen pour nous d'identifier des signatures chimiques. Stéphanie découpe un échantillon de scorie afin de pouvoir l'analyser. Donc nous avons une préparation particulière des échantillons. Après avoir découpé tous les échantillons, nous les plaçons dans une boîte adaptée et avec la fluorescence X portable, nous pouvons lire la chimie des échantillons. Les travaux de Stéphanie vont révéler s'il y a une concordance entre la signature chimique des dépôts ferreux de la scorie et les crampons de fer d'Angkor Wat.
Donc nous avons encore besoin d'aller beaucoup plus en profondeur dans les investigations pour connaître la provenance du fer utilisé à Angkor Wat. Mais d'après ce que nous connaissons et par rapport à la période chronologique, nous pensons effectivement qu'il y a de grandes chances que le fer provenait et a été produit dans la région du Phnom Deck. Grâce au fer, le peuple khmer forge un empire capable d'édifier des monuments et de mener des guerres. Au XIIIe siècle, toute l'Asie du Sud-Est prête allégeance au roi des Khmers. Avec ses dimensions hors normes et son faste inouï, Angkor Wat se pose en symbole absolu de la grandeur de l'Empire. Mais les Khmers se retrouvent confrontés à un défi monumental. Angkor est bâti sur un sol sableux très meuble. Pour que leurs joyaux ne s'écroulent pas, ils doivent entreprendre une réalisation technique d'une ampleur sans précédent. Angkor Wat est le plus grand édifice religieux au monde. Constitué de plus de 5 millions de blocs de grès, il pèse plus de 500 000 tonnes. Et sa tour la plus haute culmine à 65 mètres. Cette structure extraordinaire défie les conventions de l'architecture traditionnelle. Le temple est dépourvu de fondations classiques. Et pourtant, il a survécu à la civilisation qu'il a bâtie. Comment ce colosse de pierre ne s'est-il pas enfoncé dans le sol meuble de la jungle? Les murs détériorés du temple livrent une première hypothèse. Là où les façades de grès se sont écroulées, un autre type de roche devient visible. Ces pierres rougeâtres remplies de poches d'air, ce sont des blocs de latérite. Son étrange structure alvéolée serait-elle la raison pour laquelle Angkor Wat est resté debout jusqu'à nos jours? Les archéologues ont mis en évidence que la base du temple était constituée d'une plateforme de terre, recouverte de blocs de latérite brute, eux-mêmes pavés d'une mince couche de dalles de grès. Les Khmers ont ensuite utilisé d'énormes blocs de latérite pour construire l'assise du temple. Encore une fois, la latérite a été recouverte d'une couche de grès. Mais cette fois, les façades ont été sculptées et polies pour masquer les jointures des pierres. Même si cela a été soigneusement dissimulé, le cœur même d'Angkor est constitué de blocs de latérite. Mais cette roche alvéolée a-t-elle été employée pour empêcher le temple de s'enfoncer? L'experte en restauration Ginevra Boato se confronte à cette question dans un temple proche d'Angkor Wat. À mesure que les façades sont démontées pour être rebâties, l'équipe lève le voile sur le génie architectural des Khmers. Nous nous trouvons dans la portion sud-est du temple de Phnom Bakeng. C'est une zone où nous avons constaté une dégradation importante de la structure d'origine. L'équipe de Ginevra se consacre actuellement au ravalement des multiples couches de latérite et de grès qui composent le temple. C'est une occasion inespérée de découvrir pourquoi les Khmers ont choisi cette étrange combinaison de matériaux de construction. Pour restaurer le temple, l'équipe doit démonter un à un chaque bloc de pierre. C'est un vrai puzzle. Quand on doit manipuler une telle quantité de blocs, il est indispensable de procéder à un inventaire systématique. On les a tous numérotés de façon à ce qu'après avoir été décellés, démontés, nettoyés et traités, ils puissent être réinstallés à l'emplacement précis qu'ils occupaient auparavant. Chacun des blocs de latérite présents à l'intérieur des murs doit être restauré avant de pouvoir reprendre sa place dans la structure. Étrangement, le poids de cette roche ne semble pas devoir expliquer son emploi. En dépit de son aspect alvéolé, la latérite a la même densité que le grès. Mais si la latérite n'a pas été choisie par les architectes khmers pour empêcher Angkor de s'affaisser, pourquoi a-t-elle été utilisée? La latérite est très facile à travailler. On peut la tailler en blocs sans gros efforts. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'emploi de cette pierre a été aussi répandu, en particulier en tant que matériau de remblai pour la masse sous-jacente d'un ouvrage.
Avec la latérite, les tailleurs de pierre d'Angkor pouvaient rapidement tailler les blocs nécessaires pour constituer les couches intérieures des murs du temple. Ginevra a résolu le mystère de cette roche alvéolée présente au cœur d'Angkor Wat. Mais cela n'explique pas pourquoi ce monument colossal ne s'est pas enfoncé dans le sol sableux sur lequel il est bâti. L'ingénieur Peu Hoang pense savoir pourquoi. D'après lui, l'immense douve qui entoure le temple joue un rôle déterminant. La douve d'Angkor Wat a une capacité maximale de 2 millions de mètres cubes. C'est un immense ouvrage d'ingénierie hydraulique mis en place pour étayer le temple d'Angkor. Les architectes khmers ont creusé une vaste douve, d'une circonférence de plus de 5 km. Elle mesure 200 mètres de large. En quoi cette gigantesque masse liquide permet-elle de soutenir le temple? Peu estime que le sable sec sur lequel est construit Angkor Wat ne devrait pas pouvoir supporter un tel poids. Mais au contact de l'eau, les grains de sable s'agglomèrent les uns aux autres, ce qui a pour effet de rendre ce sol meuble aussi dur que du béton, assez pour résister à une charge de plusieurs millions de tonnes. En creusant cette immense douve autour du temple, les ingénieurs khmers ont créé un réservoir assez volumineux pour contenir des millions de mètres cubes d'eau. Lorsque les pluies cessent, l'eau des douves continue de s'infiltrer dans le sol et empêche ainsi le temple de s'effondrer. Les Khmers se sont servis de cette ingénieuse technique pour supporter bon nombre de leurs temples. Si on observe la douve depuis la rive, on se rend compte qu'elle est à la fois très large et très profonde. Les douves des temples plus petits sont quant à elles étroites et peu profondes. Cela veut dire que la charge qu'exerçait le temple sur le terrain a été prise en compte, et la douve a été conçue avec une capacité suffisante pour humidifier le sous-sol sableux. La taille de la douve est proportionnelle à celle du temple. Cette brillante technique hydraulique a permis au temple de rester debout au fil des siècles, même sans fondation. Les archéologues pensent que cette habile maîtrise de l'eau a pu trouver des applications dans tous les aspects de la vie des Khmers, depuis l'agriculture jusqu'au transport, en passant par la religion. Mais dans une région frappée par une sécheresse qui sévit 6 mois par an, comment s'y sont-ils pris? La civilisation à l'origine d'Angkor Wat a mystérieusement disparu dans la première moitié du XVe siècle. Pour comprendre cette culture perdue, les historiens doivent décrypter les indices présents dans les temples et les autres lieux sacrés de l'Empire khmer. Simon Warak se trouve en amont d'Angkor Wat, où il va tenter de retracer les origines de la fascination quasi religieuse que les Khmers éprouvaient pour l'eau. L'eau est une composante centrale de l'extraordinaire réussite de la civilisation khmer. C'est parce qu'elle a su s'en rendre maître qu'elle lui a voué un tel culte. C'est ce qui explique qu'ici, sur le plateau du Plum Kulen, on trouve cette rivière dont le lit est couvert de centaines de lingams gravés. On les voit très bien. Il y en a des rangées entières. D'une taille de 25 cm² environ, ces lingams sont disposés selon un quadrillage parfait. Ces motifs aux contours très précis ont été sculptés il y a plus de 1000 ans, dans le grès du lit de la rivière. Ils remplissaient une fonction spirituelle fondamentale. Au centre, on voit la forme ronde du lingam à proprement parler, inscrit à l'intérieur d'un carré. Sur l'un des côtés, on trouve le yoni, le symbole de la femme. Il est pointé vers le nord dans le sens où l'eau rejoint symboliquement le cours de la rivière. Le lingam est associé à la masculinité et le yoni à la féminité. Réunis, ils sont un gage de fertilité. Cette fertilité est ainsi communiquée à l'eau de la rivière, qui s'écoule ensuite en direction d'Angkor. Simon estime que ces motifs sacrés sont plus anciens que le temple d'Angkor Wat.
Ces lingams faisaient de cette eau une entité spirituelle. Elle devait porter chance aux habitants de la ville d'Angkor, qui se développaient dans la plaine située en contrebas. À en croire Simon, les Khmers ont choisi de bâtir leur temple le plus grandiose sur un site très peu élevé, parce qu'il était irrigué par les eaux de cette rivière très particulière. Les archéologues ont en outre découvert dans les profondeurs du temple des indices qui accréditent cette théorie. Angkor Wat est un fleuron de l'ingénierie hydraulique des Khmers. Les tuiles du toit ont une courbure abrupte pour que les pluies s'en écoulent le plus vite possible. Les murs de grès dissimulent un réseau complexe de collecte des eaux, constitué de dizaines d'orifices et de conduits creusés dans l'épaisseur même des pierres du temple. La pluie tombée sur la statue de Vishnu se change en eau sacrée, avant de s'écouler vers l'extérieur où les croyants la recueillent pour faire leurs ablutions. Mais pourquoi l'eau occupe-t-elle une place aussi centrale dans l'imaginaire des Khmers? Pei Huang est convaincu qu'une partie de la réponse est à trouver dans les habitations traditionnelles de la culture khmer, conçues pour résister aux inondations qui surviennent durant la mousson. Dans cette région, le paysage change du tout au tout quand on passe de la saison sèche à la saison humide, parce que le niveau des eaux n'est plus le même. Pendant la saison sèche, le sol est normal, mais quand la saison humide arrive, on se croirait en plein océan. Dans un environnement où le niveau des eaux est à ce point variable, parvenir à nourrir la population croissante d'Angkor constituait un défi majeur. Mais en plaçant leur maîtrise de l'ingénierie hydraulique au centre de leur civilisation, les Khmers ont su créer les conditions idéales pour cultiver leur denrée la plus essentielle, et ce, tout au long de l'année. Dans la langue khmer, le mot riz se dit bai, et obai signifie manger du riz. Pour désigner le petit déjeuner en khmer, on va dire obai pre. Le déjeuner, ça se dit obai tnai tre. Et le dîner, c'est obai neye. À chaque fois, on retrouve l'idée de manger du riz. Pour les Khmers, la culture du riz était quelque chose d'essentiel. Sans riz, ils n'auraient pas pu survivre. Mais pour pousser, le riz nécessite des niveaux d'eau bien précis. Le niveau de l'eau est un paramètre important pour le riz parce que c'est une plante qui a besoin de pousser dans beaucoup d'eau. Dans une rizière, la hauteur d'eau ne doit jamais être inférieure à 5 cm. Dans le cas contraire, les plants de riz pourraient être endommagés. Dans une région où la sécheresse sévit 6 mois par an, les Khmers ont dû trouver un moyen de maintenir leur rizière immergée, quelle que soit la saison. Peu s'intéresse aux vestiges de leur ingénieux ouvrage hydraulique. Les Khmers ont construit de petites buttes autour des rizières pour contrôler le niveau des eaux, de façon à ce que les conditions soient optimales pour le riz. Pour s'assurer un approvisionnement constant en eau, les ingénieurs khmers avaient besoin d'un moyen de collecter et de stocker les précipitations de la mousson. Ils ont ainsi creusé d'immenses réservoirs. Le plus grand d'entre eux est le Baray occidental, un bassin qui continue à être utilisé de nos jours. Pendant la mousson, ce réservoir aux dimensions impressionnantes fait le plein d'eau. Et quand la sécheresse arrive, les agriculteurs ouvrent d'immenses vannes pour irriguer leur culture. Le but de la vanne du Baray occidental, c'est de permettre de relâcher de l'eau dans le canal secondaire. Les eaux de ce canal parviennent ensuite jusqu'à un troisième canal qui permet l'irrigation de toute cette zone. Le réseau de canaux encore utilisé à l'heure actuelle ne représente qu'une infime partie du système d'irrigation complexe mis en place par les Khmers. Au nord d'Angkor, les Khmers ont détourné le cours de la rivière Phuoc vers le canal de Siem Reap qui alimente alors en eau les imposants barrays. Ils creusent un réseau de voies navigables et de canaux d'irrigation qui facilitent la circulation des personnes et des marchandises d'un bout à l'autre de la métropole et permettent surtout d'irriguer les rizières, ce qui entraîne une explosion de la production de riz.
Dans la majeure partie du pays, on ne faisait qu'une seule récolte par an. Mais grâce aux innovations hydrauliques d'Angkor Wat, les agriculteurs khmers ressemaient plusieurs fois par an. Aujourd'hui encore, la production annuelle de riz autour du Baray occidental est 3 fois plus importante qu'ailleurs. Une fois encore, les Khmers ont su dominer les éléments et tourner à leur avantage la tyrannie de la mousson. L'efficacité de leur ingénierie hydraulique leur donne les moyens de nourrir l'importante population nécessaire à l'expansion de leur empire. Durant des siècles, l'hégémonie des empereurs khmers reste totale. Mais tout a une fin. Au début du XVe siècle, les temples semblent être subitement désertés et la ville qui les entoure laissée à l'abandon. Que s'est-il passé? Lorsqu'il construit Angkor Wat au début du XIIe siècle, le puissant roi Suryavarman II veut s'affirmer comme un être d'essence divine. Avec ses magnifiques tours en forme de lotus et les déesses hindoues sculptées sur les façades, le temple était pensé comme une représentation du paradis sur terre. 900 ans plus tard, Angkor Wat demeure le lieu le plus sacré du Cambodge. Depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, le temple occupe une place centrale dans le cœur du peuple khmer. Tout Cambodgien rêve de visiter cet endroit une fois dans sa vie. De nos jours, les moines bouddhistes utilisent ce temple comme un lieu de retraite. Ils viennent ici pour pratiquer leur culte et s'adonner à la méditation. Mais de l'immense ville qui entourait Angkor Wat, il ne reste rien. Comment un empire si puissant s'est-il effondré aussi soudainement? En quête des raisons de cette fin brutale, Simon Warak parcourt le lit de la rivière Siem Reap qui coule au nord d'Angkor. Selon lui, le scénario le plus probable est celui de l'invasion d'une puissance étrangère. Mais comment ces envahisseurs seraient-ils venus à bout de la redoutable armée d'Angkor? Pour qu'un empire qui s'étendait jusqu'aux confins du sud-est asiatique disparaisse, d'autres facteurs ont dû entrer en ligne de compte. Pour Simon, il est possible que l'armée khmer ait été affaiblie par une catastrophe environnementale. À présent, il recherche des indices susceptibles de valider sa théorie. Ce pont est constitué d'une foule de pierres récupérées sur des temples. On reconnaît des éléments de voûte, des surfaces sculptées, ce qui le situe à la fin de l'époque angkorienne. Mais les pièces qui constituent le pont nous en apprennent moins que l'emplacement de ces piles. Simon pense que l'endroit où a été construit ce pont permet de faire la lumière sur la chute soudaine de l'Empire khmer. Les piles du pont ont été bâties dans le lit de la rivière, telle qu'elle se présentait à l'époque. Mais actuellement, le lit de la rivière est en bas de la pente que je viens de gravir. C'est donc qu'un changement majeur est intervenu entre la fin de l'époque angkorienne et aujourd'hui. Le lit de la rivière est descendu d'environ 5 mètres. Il est clair que quelque chose a mal tourné, que cela ait été la conséquence d'une érosion des rivières ou d'une faille dans le réseau hydraulique. La rivière Siem Reap est alors une source d'eau essentielle pour l'irrigation. Et les Khmers déploient des efforts considérables pour canaliser son cours. Le niveau de l'eau était régulé par les infrastructures impressionnantes que la ville avait mises en place, parmi lesquelles un réseau de vannes et de barrages. Tout était sous contrôle. Mais au fil du temps, l'érosion entame le lit de la rivière, dont le niveau se met à baisser. Les agriculteurs khmers peinent à se procurer l'eau dont leur culture avait tant besoin. Les failles du système d'irrigation conduisent à la disette, ce qui affaiblit Angkor dans son ensemble. Les Khmers ne sont plus en état de défendre leur empire. En 1431, les troupes du royaume d'Ayutthaya, venues de l'actuelle Thaïlande, assiègent la ville d'Angkor, qui capitule au bout de 7 mois face à l'envahisseur. Le puissant empire khmer et ses temples magnifiques se retrouvent engloutis par la jungle. Aujourd'hui, et même si la ville qui s'étendait ici a disparu, Angkor Wat demeure un symbole central de l'identité cambodgienne. Le temple est représenté sur le drapeau du Cambodge.
On le voit sur les pièces et les billets. C'est l'emblème par excellence du peuple cambodgien. Angkor Wat témoigne de l'extraordinaire maîtrise technique d'une civilisation grandiose qui a su maîtriser les éléments et domestiquer la puissance de la mousson grâce à une ingénierie sensationnelle déployée à une échelle défiant l'imagination. Une civilisation à la richesse fabuleuse dont le chef-d'œuvre architectural rappelle aujourd'hui encore la grandeur passée.